La lune de miel entre les VC et les DNVB est terminée. Je suis tombé sur ce super article de Drew Fallon que je vais vous linker juste là. Et je voulais vous en résumer les idées principales et vous donner mon avis parce qu'il donne un argumentaire assez intéressant qui relate aussi tout l'historique de la relation entre les VC et les DNVB, où est-ce que ça a merdé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a quasiment plus aucun investissement qui se fait dans ce type de business. Donc pour rappel, DNVB ça veut dire Digitally Native Vertical Brand. Ce sont un certain type de marques e-commerce qui vendent uniquement en ligne et qui ont un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on va revenir dans la suite de cette vidéo. Mais d'abord il relate quelques exemples de D2C, donc Direct to Consumer, c'est l'équivalent américain de DNVB, parce qu'on appelle les D2C darlings aux US, donc en gros les fleurons, ceux qu'on regardait en admiration, et qui se sont pété la gueule. Donc il en donne quelques exemples, notamment Dollar Shave Club, que vous connaissez peut-être, et qui a été vendu 1 milliard à Unilever, et qui a été donc divested en anglais, ça veut dire qu'ils s'en sont séparés, on sait pas pour quel montant, mais on imagine que c'est moins, donc c'est 7 ans après qu'ils s'en sont séparés. Il y a Bonobo aussi, qui a été un bel exemple de DNVB, qui a été revendu 75 millions, alors qu'ils avaient été achetés 300 millions par Walmart, et un certain nombre d'autres exemples, notamment Outdoor Voices, Smile Direct Club, qui a carrément fait faillite, donc Smile Direct Club c'est les aligneurs pour les dents. Alors c'est pas à cause du fait que les VC arrêté d'investir dedans que ces boîtes-là elles vont mal. Mais en fait c'est parce que tout en haut de la pyramide les plus grosses marques ne vont pas très bien que tout en bas les VC ne donnent plus aux petites qui se lancent. Et donc ce qui commence par rappeler c'est qu'en fait cette vague d'essor du D2C qu'on peut plus ou moins timer dans le début des années 2010, elle correspond à la vague d'essor aussi du VC. Il donne notamment un chiffre, c'est que depuis 2006 la valeur des investissements en capital risque est passée de 30 milliards de dollars par an à 340 milliards de dollars en 2022. Et donc c'est un chiffre qui est uniquement aux États-Unis. C'est une multiplication par 12. La cible principale de ces investissements c'était les softwares, les SaaS. Mais malheureusement à un moment il y a eu plus de capital que de bons business dans lequel déployer le capital. Et donc, les investisseurs ont commencé à regarder un petit peu autour d'eux quels étaient les business les plus similaires dans lesquels ils pouvaient mettre un peu d'argent. C'est dans cette brèche que les DNVB se sont engouffrés. Ce qui a mené à 3 erreurs. La première, c'est qu'on a confondu les D2C avec des boîtes tech. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2010, Shopify, et plus largement tous les softwares qui aident les e-commerçants à vendre en ligne, n'étaient pas aussi démocratisés. Donc en fait, quand tu voulais vendre des choses sur Internet, il fallait avoir une équipe tech en interne, avec des devs, des data analysts, et donc l'organigramme des DNVB, il ressemblait beaucoup en fait à celui des SaaS. On se disait que c'était des boîtes tech parce qu'il y avait des équipes tech, et que ces deux boîtes-là se battaient pour les mêmes talents. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la technologie, elle s'est verticalisée. Ça veut dire qu'elle est sortie des équipes e-commerce et elle s'est matérialisée dans des softwares verticaux comme Shopify, Klaviyo, des SaaS. Donc on pouvait plus les confondre avec des boîtes tech. La seconde erreur, c'est qu'on a cru que les DNVB arriveraient à couper l'homme du milieu. De 2005 à 2020, Facebook et Google, ils ont distribué les vues et les clients comme des bonbons, ce qui a permis de court-circuiter les intermédiaires classiques de distribution physique. Et donc ces boîtes-là ont reposé toute leur santé et leur projection économique sur le fait que ces coûts allaient rester bas, ce qui se trouve ne s'est pas passé. Et la troisième merdouille, c'est le business model. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'équation économique des DNVB, il y avait un flou sur ce que voulait dire la marge brute, et notamment autour des frais d'expédition. Selon comment est-ce qu'ils étaient attribués, ça pouvait faire grossir les marges et en fait les rendre quasi proches de celles du software, qui tourne autour de 80%. C'est la première chose. Seconde chose, il y a des DNVB qui sont arrivés avec un modèle d'abonnement. Et ça, c'est très proche du SaaS. Troisième problème, on a cru qu'on pouvait juger les DNVB avec le même ratio que les softwares, et notamment le fameux ratio LTV sur CAC, donc Lifetime Value sur coût d'acquisition. Donc là-dessus, il y a un passage intéressant dans l'article que je vais vous lire. Réfléchissez à la vie ci-dessous. Unilever, Procter & Gamble, Kellogg et toutes les entreprises de taille significative qui ont procédé à l'acquisition d'une marque de D2C ne se sont pas demandé ce qu'était le rapport LTV sur CAC. Elles ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Non pas parce qu'elles étaient stupides, mais parce qu'elles s'en moquaient. Cela n'a pas d'importance. Le rapport LTV sur CAC disparaît dès que de multiples canaux de vente sont introduits, et en particulier la distribution physique, là où 85% du commerce a encore lieu. C'est le chiffre américain. Or, c'est là que ces grandes entreprises allaient de toute façon développer les marques D2C qu'elles avaient acquises. On a cru que les DNVB pourraient vendre leurs produits at scale en direct, comme du logiciel. Ce qui n'a pas été le cas et a radicalement changé la façon d'évaluer leur santé financière. Parce que les notions de lifetime value et de coût d'acquisition, ça n'a pas vraiment de sens quand ton produit il est sur les étagères de Carrefour. Maintenant, qu'est-ce qui a tué le D2C? Il y a un certain nombre de raisons qui sont en fait toutes quasiment des conséquences de changements conjoncturels. La première chose, je vous en ai déjà parlé, c'est que la tech s'est déportée hors des équipes D2C. Et donc nécessairement, c'est plus un multiple qui contribuait à faire augmenter les valos. Donc ça a totalement changé les histoires de croissance que tu racontais aux investisseurs, ce qui pose un certain nombre d'autres problématiques et notamment la nécessité d'être rentable plutôt que prévu. Ceci a été rendu compliqué par la seconde raison qui est l'augmentation des coûts Facebook et Google qui étaient anormalement bas. Donc on s'est rendu compte qu'en fait elles n'avaient pas tant coupé les intermédiaires que ça. Ça a notamment été accéléré à l'époque par iOS 14, ce qui nous a fait nous rendre compte simplement qu'un intermédiaire en avait remplacé un autre. Troisième chose, en sortie de Covid, l'e-commerce a ralenti et ces boîtes qui donnaient la tech aux boîtes e-commerce pour continuer à assumer leur chiffre de croissance, elles ont dû augmenter leur prix, ce qui est venu rogner la marge des DNVB. Et si on couple à ça le quatrième et dernier facteur qui est que le prix des matières premières a explosé, ça vient faire un effet ciseau sur leur bilan financier. Avec des ressources qui coûtent plus cher, des coûts d'acquisition qui augmentent et des prestataires qui augmentent leur prix, on est bien loin des SaaS. En bref, les VC se sont progressivement rendus compte que les DNVB c'était moins une affaire de tech que de logistique, de marketing ou de produits, avec les taux de croissance qui vont avec, ce qui en fait une mauvaise opportunité pour un capital risqueur. Aujourd'hui, la voie des DNVB, ça semble être parfois un rachat industriel et la plupart du temps un LBO, ce qui permet, via l'intervention d'un fonds, d'injecter du cash dans la boîte pour son expansion et de permettre aux fondateurs de cash out une partie de leurs titres. Kabaya et les secrets de Lee sont un très bon exemple. Ils l'ont d'ailleurs tous les deux fait avec le même fonds. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur le sujet, je t'ai linké un épisode de podcast que j'ai fait sur cette thématique-là. Il est disponible sur le lien en description. Moi, je t'embrasse et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Oublie pas de t'abonner si ça t'a plu. C'était Théo.